Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par reprendre le visionnage de la série La famille tout écran, vous le savez, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Une série qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et importants quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Dorit, de quoi allez-vous nous parler? Hello, aujourd'hui on va parler des tendances de démission sur TikTok. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, Nelson Mandela avait pour coutume de dire que l'éducation était l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est assurément le cas du livre que je tiens dans mes mains aujourd'hui. Juste là, on va parler du rôle essentiel que l'école a eu sur une trajectoire de vie hors norme avec son auteur Milosav Botela. Bonjour Milosav. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu Bonjour. sur ce plateau. Vous êtes donc l'auteur de ce livre D'une classe à l'autre, dont on va parler dans un instant, juste après le focus. Au programme de notre focus du jour, des nouvelles de la famille tout écran. Vous verrez que Myriam et Erwan sont prêts à tout pour faire le buzz sur Internet. Seront-ils un phénomène de mode ou la risée du web? On voit ça tout de suite. Salut mes petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwan. Myriam, Erwan, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi, le Yes Maris Challenge, pour gagner un incroyable cadeau? Yes! Myriam et Erwan, c'est un truc de dingue. On est en train d'exploser tous les records. Il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Maris Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis. Je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, oh, vous êtes sérieux? Vous alliez vraiment le faire là? C'est fou, non? Je vous avais dit ou pas? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Genre, moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du vaisselle challenge, ensuite il y aura le sortir les poubelles challenge et pour finir, le massage de ta femme challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. On les appelle les transclasses, ces personnes qui parfois parviennent à déjouer les statistiques et à s'affranchir d'une condition initiale pour appartenir à un groupe social un peu plus privilégié. Notre invité fait partie de cela et nous raconte aujourd'hui son parcours. Vous allez le voir, assez impressionnant et inspirant dans la première partie du talk. Et il est aujourd'hui à nos côtés en plateau pour en parler. Milosav Botela, vous êtes l'auteur de ce livre, D'une classe à l'autre. C'est le titre de votre livre et c'est aussi l'histoire que vous racontez, l'histoire la vôtre, celle d'un petit garçon que l'on voit évoluer vers l'âge adulte, passant d'une classe sociale à l'autre. Non sans difficulté, on va le voir ensemble. D'abord, quelques mots sur vous, Milosav. Vous êtes le fils unique d'un père français d'origine espagnole. Ouvrier, vous êtes aussi le fils d'une mère immigrée venue de Serbie. Votre père possède pour tout diplôme son certificat d'études et votre mère n'a pas suivi de scolarité à proprement parler. C'est un récit particulièrement intime que vous livrez dans ce livre. Pourquoi vous avez souhaité vous livrer autant dans cet ouvrage? Tout d'abord parce que une histoire, on la partage et on essaie de la rendre utile. Donc l'idée, c'était de rendre utile quelque chose pour que d'autres puissent s'identifier éventuellement, pour montrer qu'il y avait un chemin possible, mais tout en n'occultant pas les difficultés et en essayant de travailler sur des choses un peu plus collectives pour voir comment on pourrait faire en sorte que plus de personnes passent d'une classe à l'autre. Vous écrivez dans les premières pages de votre livre « Je suis riche sans le savoir » de cet amour de ma mère pour l'école qui se transmet parfois sans parole, elle qui n'a jamais pu aller en classe. D'où est-ce qu'elle vient cette reconnaissance pour l'école de votre maman, selon vous ? Déjà des 11 km qu'il fallait faire à pied pour descendre de la montagne pour aller à l'école, sachant qu'en revenant, le papa n'était pas très content de ça parce qu'il avait besoin de mains et donc il y avait des sévices corporels forts. Donc vous ne pouvez pas tuer une idée.
Vous pouvez tuer une volonté un petit peu, mais une idée non. Et l'idée, elle était là. Ensuite, l'idée, c'est de traverser, c'est du nomadisme en fait, entre deux pays, pour que moi, ensuite, je puisse faire du nomadisme social. Donc c'est un peu l'idée. Et donc cette idée-là, c'est ce que j'ai pas pu faire moi. Là, je parle comme ma mère. Lui le fera. Il faut bien le comprendre, c'est particulièrement inspirant. Lorsque vous êtes enfant, vos parents, vous le dites, n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que le CM2, par exemple, ni même de ce que ça veut dire, cours moyen, et que l'année suivante vient la classe de 6e. Comment vous vous y retrouvez, vous, au milieu de tout ça ? Alors d'abord, au tout début, jusqu'au CM2, j'ai une mixité sociale. Ça, c'est important pour moi. C'est un thème qui est important pour moi. Peut-être qu'on y reviendra. Au cœur de votre livre, tout à fait. La mixité sociale me permet d'être pauvre parmi les riches, pour faire simple. Et donc aussi pauvre en termes de capital social et culturel parmi des gens qui ont un capital culturel fort. Et donc cette mixité m'entraîne vers le haut. Donc j'apprends des choses, en fait, et je sors, en fait, de ma condition et de mon environnement proche qui a une pauvreté culturelle. Donc ça, c'est le but de l'école. C'est de tirer, en fait, les enfants de leur domaine proche et de les emmener à connaître autre chose. Donc ça, j'en ai bénéficié à plein. Et quand j'arrive en 6e, je ne sais pas moi-même ce que c'est que la 6e. J'ai pris des langues, l'anglais, d'autres ont pris allemand, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en fait, je me rends compte qu'en allemand, ils sont tous très bons. Et puis en anglais, il y a des élèves un peu moyens. Donc il y a déjà des codes de l'école, en fait, qui m'échappent. Donc la première 6e, je la redouble, je le dis. En fait, à chaque fois que je suis rentré quelque part, collège puis lycée, j'ai fait ma bonne action, j'ai redoublé à chaque fois tellement ça m'a plu. Donc ce sera le cas en seconde après. Donc en 6e, en fait, c'est un monde inconnu en fait qui m'attend. Et donc je prends de plein fouet un certain nombre de choses où je ne suis pas habitué. Et donc c'est l'échec en fait. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience, Milosav, que pour sortir de ce cadre familial difficile, je ne veux rien dévoiler de ce livre, mais votre père est alcoolique, vos moyens financiers sont particulièrement limités, violence intrafamiliale aussi, contexte difficile, pour sortir de cette classe sociale-là dont vous avez envie de sortir. Qu'est-ce que vous faites pour justement ne pas y rester ? Vous vous rendez compte en fait que l'école est votre seul moyen pour en sortir ? Oui, c'est ce que je dis, ça ou le loto ou la providence. Donc je préfère l'école. L'école est centrale dans l'idée de ma mère. L'école est centrale dans l'idée de mon père. Même s'il n'a pas été très loin, il y a quand même l'idée que le certificat d'études, c'est pas mal. À une certaine époque, c'était vraiment quelque chose de très important pour le monde ouvrier en tout cas. Mais ça entraînait vers l'usine. Donc l'idée, c'était que moi, j'aille à l'école le plus longtemps possible, sans savoir où j'allais en fait. Donc voilà. Pardon, je vous coupe. Votre mère, malgré le fait qu'elle ne soit jamais allée à l'école, elle joue un rôle essentiel à vos côtés. Elle vous apprend très tôt tout ce qu'elle peut. Par exemple, vous apprenez à lire l'heure de façon tout à fait prématurée. Vous le racontez dans votre livre. Vous êtes très bon élève en CP, si bien que, pour le coup, cette fois-ci, vous sautez une classe. Vous arrivez en CE1, puis très rapidement en CE2. Un saut de classe que vous diriez prémonitoire ? Ouais, je crois que c'est clair, maintenant, avec le recul. Oui, c'est un saut de classe. Aussi, je pense que ma mère m'a donné tout ce qu'elle pouvait en me parlant. Et on le sait avec des spécialistes comme Boris Cyrulnik ou d'autres, quand on parle beaucoup à l'enfant, il s'éveille, il crée un monde, il est curieux, etc. Donc, j'avais toutes les infos qu'elle pouvait me donner. Je connaissais le nom des arbres, le nom des feuilles, tout ce qu'elle pouvait me donner, elle me les donnait. Mais le capital culturel scolaire, à proprement parler, je ne l'avais pas. Donc ça m'a manqué un moment. Mais bon, j'avais cet éveil-là qui fait qu'au CE1, j'étais un peu plus éveillé, peut-être, un peu plus rapide, peut-être, pour répondre à des questions. Et donc on m'a fait sauter une classe. Vous écrivez également dans ce livre « J'ai vécu mes 10 premières années dans un logement certes insalubre, mais situé dans un quartier bourgeois. Je côtoyais mes camarades à l'époque tout petits et leur monde se mélangeait au mien. Je n'étais pas un enfant pauvre entouré de pauvres. En revanche, l'école m'apportait de la diversité. J'avais à la portée de main un horizon, à défaut d'avoir un avenir tout tracé. L'école est-elle assez ouverte, selon vous, Milosav, à la diversité et peut-être au-delà de la diversité, à la différence aujourd'hui ? Actuellement, non, ça se renferme. Malheureusement, ça se renferme. Alors, mon livre, mon récit, se veut universel, comme l'école. Mais on est dans un monde où il y a de plus en plus de communautarisme, on se renferme sur soi-même, etc. La mixité fait partie de ça. C'est-à-dire que j'ai une anecdote à un moment, mais elle sera très courte. Je dis que j'ai un élève en fait, qui parle d'adjectifs qualificatifs.
Je rentre chez moi et tout fier d'avoir entendu ce nom-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Et je dis ça à ma mère, à mon père. Ma mère a une larme qui coule. Et mon père regarde ses pieds. Donc ils ne savent pas du tout ce que c'est. Mais aurais-je entendu parler d'adjectifs qualificatifs si je n'avais pas eu cette mixité sociale? C'est-à-dire si je n'avais pas été dans une école avec des élèves qui, eux, savent ce que c'est. Donc je plaide pour ça, c'est important. Est-ce que maintenant, pour répondre à votre question, les choses sont plus ouvertes qu'avant? Il y a une massification, en fait. Il y a un résultat fort dans la massification. C'est-à-dire qu'on arrive à amener toute une génération au bac et au-dessus. Par contre, il y a des inégalités qui restent. Et ça, c'est la frustration qui est énorme. Les inégalités se renforcent. Donc ça, c'est important. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais dans le supérieur, c'est très flagrant, en fait. Il y a une concentration des richesses pour les meilleurs dans 2-3 lycées très connus. Vous avez un point de vue sur l'école d'hier, d'aujourd'hui et de demain particulièrement intéressant. Vous nous racontez dans ce livre aussi avoir subi quelques stigmatisations vestimentaires, notamment tout au long de votre scolarité. Le port de l'uniforme, vous savez, il fait autant débat que est porteur de crainte aussi. Est-ce que, selon vous, de par votre parcours, est-ce que vous avez vécu à l'école aussi, le port de l'uniforme serait une bonne chose? Moi, je ne suis pas très attiré de façon naturelle par tout ce qui vient du passé. Donc, je vais clarifier. C'est très important d'avoir une idée de l'histoire, de s'appuyer sur l'histoire. Il y a des notions de stock et de flux. Donc là, on est dans le stock, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qui sont des piliers, c'est important. Néanmoins, je pense que c'est plus un effet d'annonce de retourner vers une blouse pour tout le monde et retourner encore. Je sais même que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Donc c'est plus quelque chose qui rassure, mais moi ça me semble être assez anecdotique. Selon le président de la République, qui en a fait l'objet d'un déplacement dans un lycée en septembre dernier, le sport, je cite, serait un prérequis à la consolidation des fondamentaux scolaires. Dans la perspective de Paris 2024, le sport, s'il faisait partie de la culture des collégiens, permettrait aussi de déceler des talents. Vous en parlez également du sport dans votre ouvrage, dans votre livre, et du rôle que ce dernier a joué sur votre trajectoire de vie. Qu'est-ce que vous en gardez? Une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, un pied d'égalité qui n'est pas social ni vestimentaire. Si vous jouez au tennis, par exemple, vous vous retrouvez à égalité de niveau, mais pas de niveau social, de niveau de jeu. C'est vrai. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous êtes à votre place. C'est ce qui vous a manqué? Quand je suis dedans, je ne me rends pas compte. Pour être très honnête, parce que j'ai 10 ans, 12 ans, 15 ans, etc., je ne me rends pas compte. Par contre, je ressens un certain nombre de choses qui ressortent plus tard. Le seul élève boursier, le seul à avoir des pulls tricotés par maman, le seul... Oui, ce genre de choses-là, en fait, vous le ressentez à l'adolescence et un petit peu plus tard, mais vous n'en faites pas un drame, en fait. Voilà, je ne suis pas du tout dans la complainte. Vous voyez donc plutôt d'un bon œil les annonces du président de la République en la matière, le fait que le sport est absolument d'accord. Oui. Si je peux juste revenir sur la mixité. Bien sûr. Par contre, je suis un peu moins convaincu sur les groupes de niveau. Encore une fois, sur l'anecdote que je vous ai donnée, si j'avais été sur un groupe de niveau plus faible, j'aurais jamais entendu parler d'adjectifs qualificatifs. Je vous pose ça là. Voilà. C'est gentil, c'est effectivement une annonce de Gabriel Attal, oui. Décriée, encensée par certains, mais c'est important d'avoir votre point de vue également. Vous appelez aussi de vos voeux un rapprochement entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise, avec une volonté commune de trouver des solutions aux problèmes d'emploi sur le territoire. Oui. Oui, tout ce qui est fait pour tendre la main aux jeunes est important. L'entreprise, c'est très important. L'entreprise, c'est un lieu où il y a d'autres problèmes, mais moi, par exemple, je n'ai pas ressenti de discrimination liée à la provenance sociale. La discrimination se fait peut-être sur le diplôme, se fait sur l'expérience, sur d'autres choses. Il y a d'autres problèmes de diversité, hommes-femmes, inégalité des filles, filles-garçons dans certains domaines numériques notamment, etc. Mais l'entreprise est vraiment très clé en fait pour pouvoir tendre la main aux jeunes, leur donner l'envie en fait de faire quelque chose et leur donner des projets, leur donner l'impulsion. Et ça, c'est très important. Donc, oui, je plaide pour ça, oui. Et vous visez notamment les jeunes des quartiers populaires, parce qu'ils méconnaissent aussi le monde de l'entreprise, vous le dites. Ils n'ont pas forcément d'exemple de chefs d'entreprise parmi leurs proches. Et ils n'ont même pas en tête que ça peut faire partie aussi de leur opportunité, de leur choix professionnel. Ces jeunes ont aussi plus de mal à décrocher des stages ou des premiers boulots dans les entreprises qu'ils visent. Ils n'ont pas non plus le réseau dont bénéficient d'autres jeunes plus favorisés. Les comportements changent malgré tout ?
Il faudrait demander ça aux parents des jeunes qui cherchent un stage en 3e, etc. Quand vous avez un réseau, maintenant c'est mon cas, c'est plus facile. Quand vous n'en avez pas, c'est toujours la galère. Comment vous l'avez constitué le vôtre alors? Après, au niveau professionnel, parce que vous côtoyez des personnes qui sont des cadres, qui sont des cadres supérieurs ou dans des associations ou autres, mais c'est quelque chose qui est venu sur le tard pour moi. C'est pas quelque chose qui m'a accompagné dans les 20-30 premières années de ma vie. Le sport, l'entreprise et le numérique à l'école, l'objet, vous le savez, de nombreuses émissions ici sur le plateau de l'École du Futur, évidemment. À l'inverse, en revanche, de grand nombre de personnalités, d'entrepreneurs, de chercheurs que nous recevons ici quotidiennement, vous estimez que les réseaux sociaux et le numérique, les écrans sont une mine d'or pour les élèves, mine d'or à laquelle les enfants d'hier comme vous n'avaient pas accès à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, j'ai lu quelque part qu'en fait, c'est contre-intuitif, mais la présence d'un professeur physique plus des vidéos marche mieux qu'un professeur seul. Donc, en fait, la vidéo, c'est pas le mal absolu et qu'il faut éradiquer. La vidéo, c'est en plus, ça plaît ou ça plaît pas, ça fait partie du monde de la jeunesse actuelle. Et c'est très important, en fait. Donc, c'est un média très, très fort. Après, effectivement, il y a des écueils par rapport à ce média-là, mais c'est un média sur lequel on doit s'appuyer. Donc, absolument, il faut absolument en fait que les médias plus numériques en fait prennent leur part dans l'éducation des enfants. Je pense que c'est très important. On va continuer à parler, si vous le voulez bien, de tous ces sujets-là passionnants, Milosav, ensemble en plateau. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Live your best life with One A Day for Men, a complete multivitamin with key nutrients. Vive tu mejor vida con One A Day for Men, un multivitamínico con... Yo, come check this out. Wow. Boom. Whoa, this is crazy. Here we go. Whoa. Yeah. Yeah. You've seen too much. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Milosav Botela, auteur d'Une classe à l'autre. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Milosav, si vous le voulez bien, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler des tendances des démissions sur TikTok. On parle de qui et de quoi ?
Alors, on parle de ces jeunes qui sont nés entre 95 et 2010, qui veulent du bien-être au travail, de la diversité et de l'inclusion, mais avant tout du sens. On parle bien sûr de la génération Z, ces jeunes qui bousculent complètement les codes du monde du travail jusqu'à mettre en scène leur démission sur TikTok. On parle de deux grosses tendances. Le quiet quitting, tout d'abord, qui compte 63 millions d'entrées sur TikTok, c'est énorme. C'est le fait d'être en démission silencieuse, donc de ne plus être surengagé dans son job, tout simplement de faire le minimum syndical. Et ensuite, on parle du loud quitting, le fait de filmer, diffuser sa démission en direct sur TikTok en la mettant en scène. Alors, ça vient quand même, j'imagine, avec beaucoup de risques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces pratiques, Dorit? Alors, il faut comprendre que les jeunes, les gens même en général, en ont marre d'être des numéros dans le monde du travail, qu'ils veulent de la reconnaissance, du sens, de la valorisation, un management vraiment humain, une boîte sensible à l'écologie qui a un impact positif sur le monde, qu'ils ne veulent plus aller bosser de 9h à 17h sans savoir pourquoi, qu'ils veulent avoir une bonne raison de se lever le matin et s'ils ne trouvent pas de bonne raison, eh ben ils partent. Donc c'est fini l'ancienne génération qui avait peur de bouger une oreille et de perdre le CDI, le sacro-saint CDI. Non, la génération Z n'a plus peur. Est-ce que ça veut dire, Dorit, que les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour cette nouvelle génération d'exprimer un certain mal-être aussi? Eh bien, totalement. Alors, c'est l'étude Gallup qui le dit. 56% des employés qui pratiquent le loud quitting sont très stressés. On parle donc d'anxiété professionnelle, de la conséquence d'un épuisement professionnel, mais aussi et surtout d'un grand problème RH qui s'appelle le désengagement. Je vais vous lire un extrait de l'étude qui dit « Le phénomène du loud quitting est caractérisé par un désengagement actif des employés. Les sujets de mécontentement peuvent ainsi porter sur l'organisation de l'entreprise, les pratiques de management qualifiées de toxiques, la sous-valorisation du salaire ou encore la dégradation de la santé mentale des salariés. La cause de ces loud quitting réside principalement dans la manière dont les gens sont gérés. » Voilà l'extrait, ce sont les mots de Jim Harter, qui est l'un des auteurs de l'étude, pour le média Insider, et il estime à 70% la responsabilité des managers dans la variation de l'engagement des équipes. 70%, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, qu'il y a une accélération de la colère chez les jeunes aujourd'hui? Oui, clairement, on peut le dire. Je pense que c'est assez manifeste. Parce que si on observe, on passe quand même de la théorie à la pratique. Parce que la démission silencieuse, c'est quelque chose d'assez tacite, d'assez implicite. On se dit qu'on fait le minimum syndical, mais en fait, il n'y a pas vraiment de passage à l'acte fort. Là, on a passé un cap de l'expression avec le loud quitting, parce que là, on passe dans l'action. Alors, c'est trash pour certains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette colère des jeunes, elle ne va pas cesser tant que les boîtes ne l'entendront pas, ne se remettront pas en question et n'agiront pas en conséquence pour être plus respectueuses et humaines dans leur management. Et les gens sur TikTok, ils sont de plus en plus dans cette dynamique d'oser, de montrer, de revendiquer. Et il y a une vidéo de loud quitting qui a fait plus de 10 millions de vues. Et dans cette vidéo, en dessous, on pouvait lire le commentaire d'une internaute qui disait « Je préfère le loud quitting plutôt que le quiet quitting parce que c'est beaucoup plus direct. » Et elle finit par « Ces boomers ne comprennent pas assez vite avec la partie quiet. » C'est peut-être effectivement un peu moins courageux aussi. Est-ce que c'est encore nécessaire de rappeler les conséquences pour une entreprise face à ce genre d'action? Oui, bien sûr, parce que le fait de nuire à l'image de l'entreprise, eh ben, ça tape dans la marque employeur. Et c'est Jim Harter qui en parle mieux que moi parce qu'il dit « Autre conséquence, les loud quitters peuvent également nuire à l'image de marque des sociétés. Ils sont détachés de l'organisation, mais aussi émotionnellement opposés à l'organisation et ils le feront savoir. » Une morale à tirer de ces nouveaux moyens d'expression des jeunes aujourd'hui? Évidemment. Alors, une grande remise en question du monde du travail et du management s'impose et les entreprises qui ne comprennent pas ça verront les talents partir les uns après les autres et n'attireront plus de nouveaux candidats. Tout simplement, le CDI doit se réinventer pour séduire de nouveau. Et le message est passé. Merci beaucoup, Dorit, en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on lance ensemble tout de suite la deuxième partie du talk. On continue de parler classe sociale, évolution, école aussi, avec notre invité Milosav Botela, auteur d'Une classe à l'autre. Milosav, j'avais une question parce qu'effectivement, en préparant cette émission, nous avons échangé tous les deux et vous me disiez que ce livre-là,
que je porte dans les mains, il est aussi porteur de tout un tas de sujets. On parle d'éducation au numérique, de diversité, d'inclusion, d'immigration, mais vous en parlez bien mieux que moi. Quels sont les messages principaux que vous voulez porter aujourd'hui avec votre ouvrage? Alors, l'axe principal, c'est l'ascension sociale, la mobilité sociale, mais autour, il y a 4 sujets en gros. Le premier est lié à ma mère, c'est à l'immigration. Donc, ma mère est arrivée sans savoir parler français. Est-ce qu'on décide de faire venir des immigrés qui savent déjà parler français? Ces choix-là, en fait, fait qu'à l'époque, je ne serais pas en face de vous si on avait décidé ça, par exemple. Donc l'immigration, quel est le rôle de l'école, de l'enseignement, de l'orientation pour les classes sociales qui viennent en plus avec une immigration de première génération, deuxième génération, troisième génération? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Deuxième sujet très important, méritocratie, déterminisme. Soit je dis un déterminisme, mon curseur est complètement sur le collectivisme et je dis déterminisme, tout est joué d'avance, je ne peux rien faire. Soit je mets en méritocratie à fond et je dis, il suffit de traverser la rue sans faire de lien avec des mots qui ont été prononcés. Moi, je suis au milieu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut des rôles modèles. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille collectivement. Et pour reprendre une image que donnait Sama Karaki, en fait, il y a des poissons qui sortent du filet. Il faut s'occuper du filet, mais il faut aussi regarder les poissons parce que ce sont des rôles modèles. C'est vraiment important. C'est important pour lutter contre l'autocensure, les rôles modèles? Oui, c'est important pour s'identifier. Si je parle à une jeune fille de Marie Curie, ça ne sert à rien. Si je parle à une jeune fille avec... on parlait de Elle Bouge, l'association en question qui s'occupe de ça, entre autres. De choses concrètes, c'est vraiment très très important. Parce que moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Ensuite, un dernier point, c'est dans l'entreprise, on vient d'en parler. Comment est-ce qu'on est quand on a été en suradaptation toute sa vie? Qu'on est passé d'une classe à l'autre et qu'on était invité à chaque fois et qu'on a dû regarder en fait les environnements parce que c'était pas les vôtres. Bien sûr. Est-ce qu'on est un leader différent? Est-ce qu'on est un leader atypique? Est-ce qu'on comprend mieux le quiet quitting? Est-ce qu'on a un rapport à la RSE qui est différent? Parce que vous avez un pied dans le social, un pied dans le management. Est-ce que vous êtes meilleur ou pas? C'est la thèse de Norbert Alter qui dit que oui, effectivement, vous êtes meilleur, vous êtes atypique et vous êtes mieux armé pour ça. Donc il y a beaucoup de sujets intéressants qui sont derrière. Il y a un autre sujet dont je voulais parler avec vous, Milosav. J'aime dire qu'on a tous un enseignant qui a changé notre vie. Est-ce que vous également, au-delà de ça, au-delà de le dire, je le pense sincèrement, est-ce que vous avez rencontré un enseignant qui vous a apporté de l'aide, de l'accompagnement, de la bienveillance et qui a fait que vous êtes là aussi aujourd'hui? Oui, il y a des bonnes fées sur les chemins des gens. Il y a des bonnes fées par l'absurde. Moi, j'ai en seconde quelqu'un qui me dit « Ne redoublez pas, vous êtes nuls. Faites un BEP. » 3 ans après, je suis en maths sup au lycée Saint-Louis. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait entre ce que j'entends, vous êtes nuls, c'est très fort, hein, vous êtes nuls. Ne redoublez même pas, faites un BEP. Wow. Ouais, c'est bourré de stéréotypes sociaux et derrière, voilà, on est dans une banlieue, donc faites un BEP. Et finalement, en fait, 3 ans après, je rentre au lycée Saint-Louis où je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs à ce moment-là. Donc forcément, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu, dont un professeur qui a été en terminale pour moi, quelqu'un qui a cru en moi, professeur de mathématiques. Qui s'appelle Monsieur Coblence. Qu'on embrasse. Vous écrivez à la fin de votre ouvrage, Milosav, que depuis 20 ans, des dispositifs d'ouverture sociale ont été mis en place pour démocratiser l'accès à ces grandes écoles dont vous parlez. Malgré cela, les jeunes ayant grandi dans des familles les moins aisées y ont toujours aussi difficilement accès. Fin de citation. La méritocratie, l'égalité des chances dont on parlait en première partie d'émission, c'est plus un mythe qu'une réalité en France ? Moi, je ne jette pas la méritocratie aux orties, parce que, d'abord, alors c'est très clivant, parce que les gens entendent méritocratie, si vous jetez ça, vous jetez le goût de l'effort. C'est pas ça du tout, mais ils entendent ça. Donc, comme on est dans une période où la déconstruction fait peur, il y a toute une partie de la population française qui va dire « Oh là, touchez pas à ça », parce que la dernière chose qui nous reste, c'est l'espoir de méritocratie. Donc, cet espoir-là, je l'achète. Néanmoins, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a quand même une autoreproduction des élites. Dans tous les lycées parisiens maintenant, alors c'est plus fort qu'avant. Par exemple, notre première ministre vient de Janson-de-Sailly. Maintenant, regardez, elle a fait Polytechnique. Elle est bien plus encore une transfuge de classe que moi. Est-ce que de Janson-de-Sailly, on fait Polytechnique maintenant? Regardez les pourcentages, vous allez voir, ça a chuté beaucoup. Et en fait, ça se concentre sur 2-3 gros lycées. Et donc l'immobilier va avec autour, donc je pense à Louis-le-Grand, je pense à Versailles et Ginette. Et donc c'est parisien, et donc c'est garçon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles.
Et donc, en fait, il vaut mieux être blanc avec un père qui a fait Polytechnique et habiter Paris pour pouvoir faire Polytechnique. Alors, on peut faire sa vie sans faire Polytechnique, sauf que ça vous amène à des domaines de décision, à des niveaux de décision. Au CAC 40, il y a 3-4 écoles, en fait. Les patrons du CAC 40 viennent de 3-4 écoles, en fait. Et donc, pour changer le monde, si on veut vraiment changer le monde, bon, c'est pas mal de faire ces écoles-là. Et ces écoles-là restent réservées à une élite qui s'auto-reproduit. Et ça, c'est depuis Bourdieu, on le sait. Et il y a un autre sujet, on a quelques secondes avant la fin de l'émission, qui vous tient énormément à cœur sur ce sujet-là aussi, c'est les jeunes filles et leur place dans les métiers du numérique. Vous voulez nous en parler? Oui, juste dire un mot, c'est très important. En fait, quand on regarde de plus près, vraiment en 10 secondes, on se rend compte en fait que... oui, les inégalités s'aggravent. Il n'y a pas très longtemps, il y a une chronique de Ingrid Bianchi qui a été faite là-dessus. C'est vrai. Et ça s'aggrave en fait au collège et au lycée. Il y a moins de filles dans le numérique, dans les métiers techniques. Il y a des associations qui font ça. Je cite Elle Bouge, qui est vraiment extraordinaire. Tout est lié à des stéréotypes de genre. C'est très important. Et les stéréotypes, on l'a dans la vie longue et se propage en fait de génération en génération. Et ça il faut vraiment lutter contre ça. Merci beaucoup, Milosav. Ces jeunes ne manquent ni d'énergie, ni d'idées, ni d'ambition. Ils manquent de codes, d'informations et de réseaux. Ils s'identifient naturellement à ce qui les entoure. Alors il nous faut ouvrir la fenêtre et faire intervenir ces personnes au parcours inspirant, qui est un regard vers chacun de ces jeunes, un regard qui signifie « je crois en toi ». Mais je crois que voilà, tout est dit et ce sont vos mots, pas les miens. Milosav Botela, auteur d'une classe à l'autre. Je vous conseille vivement ce livre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci Philippine. Merci à vous également Dorit pour cette chronique passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir accordé votre temps. Et puis nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.